Cette année, nous avons franchi des étapes cruciales ensemble. Malgré la violence des attaques, TVL a résisté à la censure bancaire orchestrée par la Macronie et en guise de réponse, nous avons atteint le 1 million d'abonnés. Mais avec son label médiatique, Emmanuel Macron espère maintenant verrouiller l'information pour tuer toute forme de contre-pouvoir d'ici 2027. Il veut tuer les médias indépendants qui échappent à son contrôle. Les patrons des plateformes numériques ont d'ailleurs avoué sous serment qu'ils manipulaient les réseaux sociaux et leurs algorithmes pour masquer les informations qui déplaisent au pouvoir. Ils nous appellent les contenus gris, ceux qui respectent la loi, mais pas la doxa. En 2017 et en 2022, le système voulait que vous écoutiez Macron, que vous regardiez Macron, que vous lisiez Macron, que vous mangiez du Macron midi et soir. Et ils feront pareil avec leur nouvel élu. Les unes des magazines d'oligarques, les 20 heures du service public, les officines atlantistes et otaniennes qui veulent la guerre, leur favori inondera vos médias. Sans TVL, vous aurez la nausée. Si TVL disparaît, c'est la figure de proue de l'information alternative indépendante qui meurt. C'est la liberté d'expression qui recule. Ce sera la victoire du système que nous combattons. Et si je demande aujourd'hui votre aide, ce n'est pas seulement pour tenir, c'est pour grandir avec vous, développer notre indépendance, multiplier nos programmes et décupler notre force de frappe. Il ne reste que quelques jours, alors mobilisez-vous dès maintenant, je compte vraiment sur vous. C'est un sujet qui est plutôt caché dans les médias, pourtant sur TV Liberté, évidemment, on en parle. La pédocriminalité est un fléau, la guerre contre nos enfants, c'est le nouveau livre, le premier livre d'ailleurs de l'association Wanted Pédo, et je reçois Maxime, fondateur, bonjour, président, porte-parole. J'ai pas commencé par les femmes, vous m'en voudrez pas. Ça va, et Lilou, vous avez collaborer à cet ouvrage en tant que psychologue clinicienne. Tout à fait. Alors peut-être un petit mot d'abord au président pour cette association. C'est une association qui fête sa 10e année. Exactement. Vous êtes déjà venu sur TV Liberté pour la création de l'association. Pour ces 5 ans, vous le rappeliez tout juste, juste avant le lancement de cette émission. Et voilà déjà 10 ans d'existence, beaucoup de chemin parcouru, un vrai parcours du combattant. Un vrai combat, pour à vrai dire, effectivement. Je tiens à vous remercier encore une fois parce qu'effectivement, vous avez été les premiers à nous relayer à la création de l'association. Il y a 5 ans, aux 5 ans de l'asso et encore aujourd'hui. Donc, on tenait vraiment à vous remercier pour vos invitations et la possibilité de nous exprimer. Parce que malheureusement, comme la parole des enfants, donner la parole à ceux qui militent et qui dénoncent de véritables choses, ces personnes-là sont invisibilisées, comme la parole des enfants, ce que je disais. Donc merci. Et puis effectivement, ça fait 10 ans, beaucoup d'ennuis, beaucoup de familles aidées et beaucoup de chiffres et d'affaires soulevées grâce au travail de l'association et de ses membres. Et alors justement, des familles aidées, on va le voir un petit peu plus tard dans cet entretien, au mépris d'une justice qui parfois fonctionne très étrangement, très lentement. Peut-être commencer par le début, tout simplement, dans la première partie du livre, comprendre ce fléau de la pédocriminalité. On dit bien pédocriminalité, pas pédophilie. Peut-être que vous observez aussi cette société qui tend à minimiser, à excuser, à peut-être donner des excuses à ce fléau, pourtant gravissime. Comment vous expliquez que la France ait quasiment fait le terrain favorable à la pédocriminalité ? Eh bien, tout simplement parce que depuis plusieurs années maintenant, donc c'est ce qu'on explique dans ce fameux premier chapitre, des travaux ont été mis en place sur la sexualité, alors des adultes normalement, mais aussi la sexualité des enfants, et qu'on retrouve aujourd'hui dans les programmes d'éducation sexuelle. Et donc, pendant toutes ces années, tout un arsenal a été mis en place pour dénigrer la parole des victimes, la parole des enfants et protéger finalement les prédateurs. En fait, c'est ce qu'on constate depuis 10 ans, c'est que la France, alors pas que la France, mais en tout cas on est en France, donc c'est notre pays de lequel on parle, la justice utilise des syndromes qui n'existent pas, qui ne sont pas référencés dans les manuels de diagnostic, pour
empêcher la parole d'être vraiment entendue et la justice d'être faite. C'est ça le... Et sur les questions sociétales, j'ai remarqué que vous reveniez aussi sur les travaux d'Alfred Kinsey, qui a beaucoup infusé à la révolution sexuelle, on va dire, la libération sexuelle. On en a déjà beaucoup parlé sur TV Liberté, aux côtés de Marion Sigaud, mais aussi de Judith Reisman, qui nous a quittés. Rappelez-nous peut-être les travaux de ce drôle de clinicien, je ne sais pas trop comment l'appeler. Oui, alors cet homme, la base de ses études était sur la sexualité des hommes dans les années 50 aux États-Unis. Et des femmes, donc en fait c'est comme ça que c'est nommé, ces rapports. Sauf que quand on creuse, et justement le travail de Judith Reisman a vraiment fait avancer la compréhension par rapport à ce personnage, c'est qu'on s'est rendu compte effectivement que les personnes finalement qu'on a testées au niveau de la sexualité sont des enfants. Donc en fait on avait un réel réseau de pédocriminels au sein de cette institution, qui testait des relations sexuelles sur les enfants pour documenter, en fait, âge par âge, donc ça commence très tôt, le nourrisson, et donc ils vont décrire comment un nourrisson, une fillette, éprouve la sexualité et comment elle a des orgasmes, ils ont des orgasmes à 6 mois, à 6 ans, etc., etc. Par tranche d'âge pour établir des rapports officiels pour s'en servir ensuite de base statistique. Voilà. Officielle, financée par des fondations, ce qu'on explique longuement, financée par des gens. En fait, tout ça, c'est pas fait tout seul. En fait, il y a eu tout un arsenal qui a été mis en place, mais financé par des fondations, des organisations, des États, parfois. Et ce qui est le plus grave, c'est que tout ce qu'on explique maintenant est repris par la justice française, mais pas que française. En Amérique, ces rapports-là servent à discréditer la parole des enfants et donc à la déconsidérer, leur parole, en fait, à pas la prendre au sérieux, encore mieux à pas faire d'enquête. Et ce qui fait qu'il y a énormément d'enfants qui n'ont pas justice et qui grandissent avec ça. Et on assiste à une société effectivement de plus en plus violente, de plus en plus agressive. Mais c'est pas le fruit d'aujourd'hui. C'est ce qu'on explique dans le livre. Ça part de très loin et c'est ce qu'on a essayé de longuement expliquer et de détailler dans ce livre pour former les gens et qu'ils comprennent d'où vient ce fléau aussi. Pardon. Justement, ces travaux de Kinsey, mais bien d'autres associations, organisations qui ont ensuite infusé, sont arrivés à s'immiscer jusqu'au cœur de l'éducation nationale et de l'éducation sexuelle des enfants, justement. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est ça qui pose un gros problème aujourd'hui, entre autres. C'est cette fameuse introduction de l'éducation sexuelle dans les écoles à des âges pas dès le plus jeune âge possible. Dès le plus jeune âge, parce que on le sait cliniquement que introduire la sexualité trop tôt, trop jeune, vient créer des traumatismes, perturber le développement de l'enfant, car l'enfant, avant 10-12 ans, on va dire, n'est pas en capacité de se représenter une sexualité, n'a pas les clés de compréhension cognitif, affectif, émotionnel. C'est comme parler d'un langage étranger pour eux. Et du coup, ça vient créer une vulnérabilité en plus chez l'enfant, parce que on leur parle, donc on nous parle de droits sexuels. Donc l'enfant a des droits, il est en capacité de consentir, selon ces programmes, en tout cas. Donc, c'est exactement ce que recherchent les prédateurs. Qu'un enfant soit vulnérable par rapport à ça et qu'il pense qu'il puisse consentir. Non, un enfant, quoi qu'il en soit, n'a pas à consentir à un rapport sexuel. Mais de manière biaisée, perverse, on vient s'immiscer dans l'intimité, empêcher les parents de faire ce travail. Ça doit rester dans le domaine du privé, et donc on est dépossédés, nous parents, de ce travail-là, et c'est basé, depuis les travaux de Kinsey, qu'on va appliquer aujourd'hui aux enfants. Et ces fameux continuateurs, on va dire. Voilà, c'est ça. Alors qu'on se comprenne bien sûr, vous n'avez pas un langage et une volonté puritaine, j'allais dire, de faire fi de l'éducation sexuelle qui était nécessaire chez les enfants. Vous expliquez surtout qu'il n'y a eu ni d'inadéquation entre l'âge et l'éducation
qui est dispensée notamment par les écoles publiques aujourd'hui. Et on a le sentiment aussi que ça a déjà fait des ravages, puisqu'on constate chez les jeunes maintenant une forme d'hypersexualisation. Alors justement, si je peux me permettre, ce qu'on explique dans le livre, ce qu'on a essayé de synthétiser, c'est que ça se fait pas du jour au lendemain. Ça se fait depuis déjà 80 ans que ce travail-là a commencé. De sabotage. Et en fait, si vous voulez, nous, on le voit génération après génération que ça se fait progressivement. Mais eux, ils ont un plan, c'est un plan qui... Les gens qui veulent normaliser la pédophilie au sein de la société, faire accepter certaines mœurs, faire descendre l'âge de la majorité sexuelle des enfants, leur donner des droits sexuels, alors que voilà. Leur donne des droits de fumer des cigarettes, de conduire des voitures, faire ce qu'ils veulent, voilà, etc. Et voter, etc. Donc dans ce cas-là, mais ces gens qui veulent ça, en fait, ils ont un plan qui est très progressif, très lent. On se rappelle à cet effet la fameuse sur un siècle de Libération. Exactement. Sais plus, Apprenons l'amour à nos enfants. D'ailleurs, les gens qui tapent Libération, apprenons l'amour à nos enfants sur Google, vous allez retrouver l'image, voilà, qui est très parlante. Donc ça, c'était un amour très particulier, oui. Voilà, c'était une propagande pro-pédo. D'ailleurs, on explique qu'il y a des organisations et françaises et américaines comme la NAMBLA qui ont milité beaucoup pour que les pédophiles ont des droits, voilà, droit d'avoir une histoire d'amour avec des enfants, de vivre. Et d'ailleurs, il y a même des sites français, on les a dénoncés plusieurs fois, comme La Garçonnière, Le Garçon.net, qui mettent ça en avant en France. Un lobby, un site qui est ouvert depuis 25 ans, qui ne ferme pas, alors que... Il faut voir les conversations lunaires. Et d'ailleurs, je l'ai déjà dit, je pense, il y a 5 ans, c'est un site qui est toujours actif aujourd'hui, et qui est légal. Vous aviez dit que il est légal. C'était le paradis des pédophiles. C'est surtout qu'il y a un vide juridique. Et l'apologie de la pédophilie, qu'elle soit sous couvert d'écrits, d'art, d'exposition, etc., elle n'est pas interdite. On a le droit d'écrire des pavés en écrivant des histoires sexuelles avec des enfants sur des forums. C'est pas interdit par la loi française. C'est la liberté d'expression qui fonctionne encore. La liberté... Alors là, elle marche très bien, cette liberté. Celle-là, elle marche bien de liberté, ouais. Oui. Sur l'hypersexualisation des enfants et cette sexualisation progressive des plus jeunes, on le voit dans les publicités, dans les magazines, comment vous l'expliquez? Est-ce que ça aussi, ça participe de la normalisation de la sexualisation et de la sexualité de facto des enfants? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que, voilà, comme Max vient de l'expliquer, c'est un travail de longue haleine qui est mis en place depuis plusieurs années. Et donc, les enfants qui vont être soumis, alors soit à ce langage ou à ces images, les clips de Starlet qu'on peut voir sur... Ou à Lolita. Voilà, et ça a commencé un petit peu par là, où on est sur des chorégraphies quasiment pornographiques, vont de nouveau... les jeunes, ils veulent... s'associer à leurs modèles, à leurs idoles, et donc adopter des comportements sexualisés, et une fois de plus, rendre ça normal, et puis pour que l'enfant aussi, ou le jeune adolescent, soit aussi dans ces comportements de séduction. Enfin voilà, il y a une difficulté de différencier ce qui est du domaine de l'affection, de draguer, comment se comporter avec son propre corps par rapport au corps de l'autre. Et donc tout vient être complètement mélangé. Voilà. C'est cette confusion qui... un peu pervertie. Bien sûr. Tout à fait, et qui est recherchée par les prédateurs, et donc ce travail est facilité par et l'industrie du disque y participe grandement. Comme une autre industrie qui y participe beaucoup, c'est l'industrie du porno, du cinéma pornographique, où il y a toujours plus de violence. Même des fois dans le cinéma normal, il y a de plus en plus de... Voilà, ils montrent du sexe aux enfants, même les séries pour ados, etc., des scènes de sexe violent, drogue... Enfin, il y a même des youtubeurs récemment français qui font l'apologie de l'héroïne sur leur chaîne YouTube. Ils sont en train de se faire... Ouais. Des jeunes, des gamers qui disent « Moi, je fais Red Bull héroïne, quoi. » Voilà. Et les chaînes YouTube, elles ont droit... Elles sont actives, ils font des millions de vues, ils laissent ça au message aux jeunes en France aussi. À savoir que le porno, les enfants en France, l'âge du premier porno regardé, c'est entre 8 et 9 ans. Ah oui. Via un copain à l'école. Oui, voilà. Et ça, j'imagine que ça ne peut pas être sans conséquence sur les enfants. Évidemment que non. Une fois qu'on voit une image, ça rentre dans la psyché de l'enfant et ça vient casser quelque chose qui n'avait pas conscience. Voilà, c'est une image choc qui se souviendra. Voilà. Alors vous évoquez aussi un sujet de société dont on parle de plus en plus dans les médias, c'est la question du genre et la question
maintenant inhérente, la dysphorie de genre. Est-ce que vous pouvez peut-être rappeler déjà de quoi il s'agit et puis rappeler pourquoi d'un seul coup on a l'impression qu'il y a de plus en plus de cas aujourd'hui dans la société? Alors la dysphorie de genre, c'est une pathologie qui est connue depuis très longtemps et qui touche normalement les petits garçons vers l'âge de 4 ans. Et on s'est rendu compte qu'en accompagnant ces enfants sur le long terme, jusqu'à l'adolescence, alors sans leur proposer d'hormones ou de changer quoi que ce soit, même dans leur habillage, etc., eh bien que 70% d'entre eux vont être des hétérosexuels, avec une vie d'hétérosexuel normale, et pour les 30 autres, plutôt sur le versant homosexuel. Mais du coup, on n'est plus du tout sur un problème de genre. Sur un problème de genre. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec le lobby en question, son travail sur les réseaux, aujourd'hui, dans les séries, dans les films, dans les chanteurs, les paroles, etc. Il y a toujours cette question d'identité, d'identification chez le jeune. Et aujourd'hui, on observe une bascule, c'est-à-dire que la dysphorie de genre, entre guillemets, va toucher beaucoup plus les jeunes filles à partir de l'âge de 12 ans. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'inédit d'une pathologie, c'est-à-dire qu'elle ne change pas avec le temps. La symptomatologie ne change pas avec le temps, alors qu'aujourd'hui, on voit ce phénomène évoluer. Dans un très, très mauvais sens. Et puis parce que y a quelque chose de très tendance. Les modes. C'est une mode, on va dire. Et comme c'est valorisé, mis en avant. Permis, on va dire tout de suite, ok, t'as le droit. On peut commencer un traitement, ok, il faut entendre la parole de l'enfant. Là, pour le coup, on va l'entendre, alors qu'il faut aller voir derrière, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que l'enfant regarde sur les réseaux, quel est son système d'influence par rapport à tout ça. Qu'est-ce qui provoque cet inconfort, en fait? Qu'est-ce qui provoque cet inconfort et surtout, par rapport aux jeunes filles, comme on est dans un environnement de plus en plus sexualisé, quelque chose qui leur fait peur, parce que ça arrive à un âge beaucoup trop tôt, il y a une forme de travestissement pour un petit peu se protéger finalement, du regard de l'homme qui peut être un peu compliqué pour la jeune femme aujourd'hui, la jeune fille en tout cas, pas la jeune femme. Et donc, tout est complètement confus. Tout ça vient mettre de la confusion là où on devrait justement accompagner sur un développement normal et puis ensuite, à l'âge adulte, chacun fait, on va dire, ce qu'il veut de son corps et de son identité. Mais logiquement, si on a accompagné un individu de manière normale et sans lui parler de sexualité trop tôt dans son système psychique, parce qu'il n'est pas en capacité d'entendre ça, en fait. Donc, il y a une vraie effraction psychique par rapport à son état émotionnel. Et donc, autour de tout ça, ça fait une espèce de tambouille avec tout ce qu'on va entendre à côté. Et si on ne fait pas attention, même dans certains dessins animés, il y a aujourd'hui des personnages qui sont non-genrés, etc. Et sans parler de ça, on a beaucoup d'enfants au sein des membres de l'asso qui vont à l'école et dès très jeunes, 7, 8 ans, rien que les copains entre eux dans l'école, en fait, rentrent et disent à leurs parents je peux devenir une fille, mais d'où t'as entendu? Les copains, ils disent qu'on peut changer. Donc, vous voyez, même très jeunes maintenant, les enfants entendent ça. C'est une version très simplifiée. Oui, tu peux changer de sexe, tu peux devenir une fille ou un garçon, comme tu veux, à 6, 7, 8 ans maintenant. Parce que ça fait partie des programmes d'éducation sexuelle. C'est aussi ce que l'adulte en face d'eux leur amène. C'est que, on peut choisir. Via ce discours, on va dire, de tolérance, il ne faut pas juger, etc., etc. Du coup, on incite finalement au trouble. Alors là, l'enfant qui voudrait changer à 10-12 ans, on va l'écouter. Mais quand il parle de viol subi par un adulte, alors là, sa parole est déconsidérée. Et là, pour changer, casser, détruire le fondement humain de la nature, un homme, une femme. Après, si des gens sont mal dans leur peau, effectivement, comme dit Lilou, à l'âge adulte, on a tout le temps de voir venir ça. Mais à 8-9 ans, on n'est pas du tout construit et apte à 10, même à 15, même à 17. On ne se connaît pas à 17 ans, on apprend à peine à se connaître. Voilà. Donc prendre ces décisions lourdes, voilà.
Alors justement, vous parliez de l'accueil de la parole de l'enfant. Peut-être qu'on va se concentrer à présent sur la réponse de la justice, puisque dans le livre, le constat est sans appel. La justice dysfonctionne très clairement pour lutter efficacement contre la pédocriminalité. Je crois dans le cadre de l'association, vous avez pu vous en rendre compte systématiquement. Oui. Comment vous voyez ça? Comment expliquez-vous un tel dysfonctionnement? Et puis je voulais rappeler aussi cette anecdote, qui n'est pas une anecdote, qui est un drame, avec ce juge qui voulait prostituer sa petite fille de 12 ans mineure, qui en est sorti d'abord avec 1 an de prison ferme et puis finalement avec 2 ans de prison avec sursis. Le juge Bailly à Dijon. Voilà, oui, des juges. Il est interdit d'exercer, je crois, pour 10 ans. Il n'y a pas que lui, il y a le juge Broali qui avait une association au Cambodge pour les enfants défavorisés, qui abusait les enfants là-bas, il s'est fait attraper. Il y a un juge qui s'est masturbé en pleine audience, bon ça c'est encore autre chose. Il y en a un récemment qui a commandité la séquestration, le kidnapping, le viol de sa femme pour le mettre sur le darknet. Là, il s'est fait attraper il y a 1 mois, là. Un autre juge en France, hein, on parle, hein, d'accord. Donc en fait, la justice dysfonctionne parce qu'il y a des gens qui ont une idéologie au sein de la justice. J'ai pu le dire, j'ai pu le voir, j'ai pu les voir comment ils parlent aux victimes, aux mères. Il n'y a aucune empathie. On ne les regarde pas. J'ai vu des juges avec des enfants ou des familles qui témoignent qui sont comme ça. Je n'abuse pas. C'est comme parce ça. qu'ils étaient choqués ou Non, ils s'en foutent. Ils n'écoutent pas. Par contre, quand le papa vient, ils sont comme ça. Ou l'agresseur. Ah, monsieur, ah bon, je vous jure que je n'abuse pas, je l'ai vu de mes yeux plus qu'une fois. Et pas que moi. Il y a tous les Français qui ont été dans des tribunaux, suivent des gros procès de pédocriminalité, ils ont tous vu le 2 poids 2 mesures, en fait. Comment vous l'expliquez, vous, Lilou? Parce qu'il y a ce système, voilà, qu'on appelle le système pédocriminel, en fait, qui a été mis en place. Un lobby. Parce que, bon, quand un pays ne protège plus ses enfants, voilà, c'est la base de la civilisation, hein, un pays qui protège ses enfants. Donc il y a vraiment un délitement de toutes les frontières, en fait, et une forme de toute puissance, je pense aussi, voilà, de la part de ceux qui peuvent décider, hein, quelque part, pas de la vie ou de la mort, mais voilà, quelque part, c'est un peu ça, une mort psychique, hein, pour les enfants, parce qu'on a des familles à qui on a arraché leurs enfants dans les couloirs du tribunal pour les remettre à l'agresseur. C'est d'une violence insoutenable, inouïe. Et il n'y a pas que des magistrats hommes, il y a aussi des magistrates femmes, hein, qui sont dans ce système. J'ai vu aussi des policiers perquisitionner des mamans pour leur arracher leur fils de 8-9 ans, pour le ramener au père pédophile, d'accord? Parce que la justice n'avait pas assez d'éléments pour caractériser l'infraction, c'est une blague. Il y avait une non-présentation de mineur ou un truc comme ça? Non, en fait, c'est que, oui, en fait, c'est toujours le même process, on l'a déjà expliqué. Souvent, même la police dit non, mais là, faut pas le remettre, son avocat lui conseille ça aussi, donc elle suit les conseils, mais oraux. Bien sûr. Des avocats et des policiers, sauf que le père dépose des plaintes pour une représentation et au final c'est le juge qui se décide. Donc si le juge il a envie de prendre ses décisions, il dit non, la mère en fait c'est une folle, allez rechercher l'enfant, les policiers font leur travail, voilà, comme avec les agriculteurs actuellement, voilà. Hein, comme beaucoup d'autres ont suivi les ordres aussi. Donc il y a une guerre contre beaucoup de choses aujourd'hui, et là exact. Actuellement une guerre contre les agriculteurs tout récemment, hein, mais la guerre contre les pédocriminels, elle est toujours pas lancée. Jamais parlé. Comment vous expliquez, parce qu'on ne peut pas imaginer que tous les juges soient aux mains du lobby pédocriminel, évidemment, et c'est évidemment... D'ailleurs, il y a des juges qui rendent de bonnes décisions, des 30 ans, des 20 ans, Bien sûr. Ils rendent la peine la plus dure. Donc ça, on les met en avant sur notre site aussi, quand il y a de la justice qui donne les peines les plus hautes. Sauf qu'aujourd'hui, c'est trop peu de décisions qui vont dans ce sens-là. En fait, il y a quasiment moins d'1% des pédos qui violent des enfants qui vont physiquement en prison. Ça, c'est les chiffres. Comment vous l'expliquez, ça? C'est la difficulté de constituer des preuves? Non, parce que des preuves, des dossiers... en fait, c'est ce qu'on explique dans le livre. Ils ont un arsenal qui a été mis en place, si vous voulez, pour ne pas faire l'enquête au bon moment, ou pas d'enquête du tout, ou des enquêtes mal faites. Faire pas de perquisition non plus. Donc il y a tout un tas d'éléments en fait qui est mis en place pour ne rien trouver. Donc si vous voulez, profite aux criminels. Voilà. Donc si on met tout en place, pour ne rien trouver, on risque pas de trouver grand chose effectivement. Et donc c'est c'est tout ce qu'on a expliqué dans le livre, tout ce qu'on a pu constater, expliquer les rouages de manière simplifiée pour pas perdre les gens dans des articles de loi, tout ce qui est procédurier, vraiment simplifier tout ce qu'on a appris
pour former les gens, pour que vraiment, on espère que ça suscitera des vocations au sein des citoyens pour venir en aide aux familles déjà autour d'eux, dans leur ville, dans leur village. Et pour se prémunir aussi de ce fléau peut-être en interne, c'est-à-dire dans le milieu familial, parce que vous l'expliquez, il faut aussi prévenir la pédocriminalité en parlant aux enfants sans pour autant leur faire peur, bien entendu. Évidemment. Bien sûr. Par tranche d'âge, c'est ce qu'on explique, il y a un aspect aussi préventif dedans, mais aussi comment être vigilant autour de nous au quotidien. Bien sûr. Les gestes qui peuvent alerter, les comportements qui peuvent alerter de la part d'adultes qui encadrent des enfants ou dans le milieu aussi professionnel. On incite les gens qui encadrent des enfants au sein de l'ASE, ceux qui sont bienveillants, à lire ce bouquin. Je pense qu'ils vont comprendre beaucoup de choses de ce qu'ils ont pu voir et vivre au sein de leur profession. Et ce qu'ils subissent aussi. Et ce qu'ils subissent aussi, bien sûr. Oui, parce qu'il y a une sidération qui se met en place aussi chez l'adulte quand on est face à ces situations. Voilà, on n'arrive pas à comprendre. C'était aussi le but de ce livre. Au départ, c'était de la prévention. Et on s'est dit, non, mais pour vraiment être efficace dans la prévention, il faut vraiment comprendre, en fait, les difficultés que vous allez rencontrer, si vous êtes confronté. Et donc, voilà, c'est vraiment la cellule familiale qui va être le premier rempart, la première armée pour protéger l'enfant. Et c'est ce que voilà, l'école, enfin en tout cas l'éducation sexuelle à l'école, empêche, en fait, nous dépossède de ce droit-là, en fait, de cette obligation de protection du psychisme, en fait, avant tout lieu. C'est-à-dire que la sexualité, avant d'être physique, elle est psychique. Et l'enfant ne peut pas avoir accès à ce langage symbolique. Et puis même, j'ai envie de dire, l'État, faut qu'ils arrêtent de vouloir se mêler de tout, y compris de ça, en fait, parce qu'ils se mêlent de la vie en fait, l'État rentre de plus en plus dans nos vies à nous dire ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, ce qu'on a le droit, ce qu'on n'a pas le droit. Et c'est toujours incohérent dans tous les cas. Voilà. Les choses qui doivent être logiques, bienveillantes, ne sont pas mises en place. Tout ce qui est destructeur, fourbe, enfin on le constate au quotidien, c'est chacun notre tour dans ce pays, quand c'est pas les infirmières, c'est les agriculteurs, quand c'est pas les enfants, c'est les retraités, et ainsi de suite, c'est chacun notre tour, voilà. Donc là, on a expliqué qu'il y a vraiment une guerre qui a été lancée contre nos enfants, c'est pour ça qu'on a choisi ce titre, et nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait une guerre contre les pédocriminels et que ça devienne une priorité nationale dans notre pays, enfin. Les enfants, je vous dis... Voilà, il y a des chiffres, il y a des cas types, il faut comprendre qu'il y a un véritable fléau qui gangrène notre pays et que les enfants ne sont pas protégés. C'est une réalité, malheureusement. Et on continuera de se battre. Pour se procurer ce livre, alors peut-être pas en cadeau de Noël quand même, ça sera un petit peu dur, mais la guerre contre nos enfants, comprendre, prévenir, renoncer justement, dénoncer à ce fléau, renoncer aussi à ce fléau. Ce serait pas mal non plus. On peut le trouver sur la boutique de TVL, bien sûr, mais on peut le trouver aussi sur plein de sites. Cultura, la Fnac, Amazon. Le géant Amazon. Amazon, ouais. Merci à vous deux, en tout cas, pour votre combat et puis aussi pour être venus sur TV Liberté présenter. Merci pour votre invitation. Merci, Maxime. Merci.